Yaorana, Yaorana et Maeva. Alors ça va être la première capsule vraiment dédiée à un projet qui me tient à cœur depuis un certain temps. Pour faire bref, avant d'être médium, j'étais chercheur en communication. Je le suis toujours d'une certaine manière. J'adore toujours quand on me dit être chercheur, c'est chercher quelque chose qu'on ne trouve pas. En tout cas, quelqu'un qui a été dans une démarche de questionnement des idées. Donc un doctorat en communication, en infocom, et une carrière de consultante et d'experte spécialisée en communication sur l'eau, en particulier sur l'eau et le genre, donc il y a 20 ans. Quand on commençait à peine à en parler en France, parce qu'on en parlait quand même déjà assez aux États-Unis de la notion de genre, sachant que c'est une notion qui vient de Nouvelle-Zélande, mais voilà, je divague. Et quand j'ai commencé à reprendre, entre guillemets, mon tablier de chercheur, de prof, puisque le fait de révéler quand même des capacités de perception, on va juste dire ça, a été très déstabilisant. J'ai écrit un article qui est aujourd'hui édité à l'Harmattan dans un livre sur l'outre-mer, culture et outre-mer, d'outre-mer, où j'évoquais la notion du mana comme une notion bien sûr sacrée, témoin d'une cosmogonie universelle et une cosmogonie polynésienne, mais aussi comme d'une notion de marketing, puisqu'elle a été utilisée dans le marketing de la destination de Tahiti. Et je posais la question de ce mot mana, qui est un mot, comme le disait à la fois Régis Debray, Roland Barthes, et surtout Claude Lévi-Strauss, un mot un peu valise, un mot un peu fourre-tout. Parce qu'on a du mal à comprendre, surtout avec un héritage occidental, ce qu'il peut signifier, ayant été coupé. J'estime en tout cas qu'on a été coupé du fait de l'histoire et d'une évolution de conscience, de ce rapport à l'intangible, l'invisible, ou à la prolongation de soi dans les animaux, les végétaux, les minéraux. Une conscience, on va dire, ouverte et pas que mystique, intangible, invisible, et pas que scientifique, rationnel, explicable ou prouvable, c'est une grande discussion à part entière. Je proposais la notion de mana médium pour retrouver à la fois le mot mana, qui est véritablement, je trouve, au cœur de tellement de significations dans tellement de traditions de différentes cultures. On trouve ce mot, alors bien sûr en sanskrit, en indien, en polynésien, mais on le trouve aussi en basque, en espagnol, en Guyane, en Sud-Afrique. Enfin, c'est un mot qui est vraiment dans de nombreuses traditions, en fait, à la fois linguistiques et culturelles. Et ensuite, le mot médium, qui est un mot très important dans les sciences de l'information, de la communication, au sens un système, un outil, un système de valeurs. Là aussi, on peut se référer à ce que Debray propose de la définition du mot médium, plus que d'ailleurs le mot média, même si, bien sûr, les deux vont interagir, puisqu'on peut estimer que médium est le singulier de média. Dans tous les cas, c'est l'enjeu de l'intermédiaire, du transmetteur, du canal, de ce qui fait véhiculer un message. Et je trouvais que l'idée de mana médium permettait de poser la question de en quoi il existe en fait une transmission de ce qui est tangible, intangible dans le médium. Et le médium, c'est nous, c'est le corps humain, c'est l'être humain. Et comment finalement les médias, donc les différents médias qui existent dans notre, on va dire surtout ère moderne, donc l'apparition des médias qui sont devenus de masse. Au début, on se rappelle que le premier média, est-ce que c'est l'outil, est-ce que c'est l'art pariétal, est-ce que c'est la presse, entre guillemets, de Gutenberg, ou est-ce que c'est la diffusion des journaux à grande échelle, des premiers journaux, des premiers magazines au XVIIIe siècle, ou est-ce la diffusion de masse que permet la télévision, et aujourd'hui que permettent les réseaux sociaux, avec par exemple un réseau social comme TikTok qui compte près de 2 milliards d'abonnés.
avec une utilisation quotidienne, un visionnage au quotidien et des utilisateurs au quotidien qui sont proches de 1 milliard, 1,2 milliard. Donc oui, là on est sur de la masse. Et encore, on parle de 1/8 de la population, mais quel média a cette propension et cette capacité de frappe, ou en tout cas de atteindre une cible? L'impact, ça, c'est un autre débat. Le mana médium pose la question de la création des médias, des différents outils médiatiques, comme un prolongement de soi, une manière d'exercer ses capacités de médium, ses capacités de communication, ses capacités de transmission d'un message par une technique. Une technique qui est devenue une technique aujourd'hui de masse, voire une technique, si on revient sur l'histoire de la communication, de propagande, d'influence, d'éducation, d'évolution, de transmission, de feedback, de braconnage, de réappropriation, de connaissance de soi. Bref, tout le panel de ce que, et je n'ai dit que quelques éléments, de ce que le médium média peut permettre dans notre rapport à nous-mêmes et dans nos rapports à l'autre et dans notre rapport aussi à la société, puisque les médias ont une capacité à orienter la société et à orienter en tout cas ne serait-ce que son niveau d'information. Après, bien sûr, on peut se poser la question de à quel point on est exposé à l'information, si on l'accepte ou pas, à son niveau de connexion et de visionnage des médias. Je veux dire, aujourd'hui, je crois qu'on est sur 5 à 6 heures d'utilisation des médias dans leur ensemble quotidienne dans de nombreux pays. Donc, on est sur l'idée qu'on regarde sa télé, ses réseaux sociaux, sans compter l'email dans le travail pro. Hein, je pense que c'est exclu des stats. Et voilà, on est exposé à des programmes créatifs, des contenus médiatiques. On serait exposé 5 à 6 heures. Ça me paraît tellement toujours énorme de se dire que, voilà, je crois qu'une autre moyenne, c'est 2h30 à 3 heures de consultation des réseaux sociaux et notamment la fameuse idée du scrolling. Donc je zappe des programmes pour m'imbiber de contenus réels, mais qui sont tout autant je dis réels par rapport au verbiage Instagram, TikTok, mais qui sont tout autant instantanés et qui passent aussi vite que la seconde à laquelle on les a vus et on les a scrollés, likés et parfois commentés. Donc le mana médium nous dit, pour moi, c'est à quel point finalement réfléchir sur les réseaux sociaux, la télé, le cinéma, les contenus créatifs, les médias au sens outil, au sens appareil et au sens proposition de programme, sont un prolongement d'activités de médium, de capacités de médium, pour mieux les sortir de nous-mêmes. Et bien sûr, derrière ça, pose la question de leur retour à eux, feedback de cette proposition de médias et d'hypermédias. On parle de hypermédias dans la notion où nous sommes exposés à des médias tout le temps. Donc les impacts de ces hypermédias sur nos capacités de médium, je pourrais même juste dire sur notre être, on va peut-être même pas parler de médium, sur à quel point les médias ont un impact sur qui nous sommes dans nos neurones, notre corps, bien sûr notre identité, notre marque. Ça, il y a quand même pas mal d'études qui évoquent cet enjeu du feedback et de la réception des programmes médiatiques par les utilisateurs. Moi, je serais beaucoup plus intéressée, et ça commence bien sûr à de plus en plus émerger, sur les impacts finalement des médias, de l'utilisation des médias sur nos neurones, sur notre corps et sur nos capacités de médium, c'est-à-dire nos capacités à capter des messages qui sont de l'ordre du message universel, du message d'une source, d'un dieu, d'un guide, peu importe comment on l'appelle, mais qui serait une source universelle et pour moi, qu'on pourrait classer comme une voix, une intelligence qui nous aide à mieux garder l'équilibre sur Terre, donc à préserver l'équilibre de la communauté. En tout cas, pour moi, ce serait une manière d'évoquer de qu'est-ce que c'est le médium
Et si nous avons tous, et j'en suis persuadée, tous des capacités de médium, par contre nous avons différentes fonctions. Ces capacités sont venues sont en nous à la naissance, elles font partie du corps. On est tous calibrés pour avoir des perceptions. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces perceptions? Est-ce qu'on est censé tous les vivre ou comment les vivre et à quel point? Et du coup, comment effectivement notre interaction avec les médias que nous avons créés, que notre humanité a créés, permet de accentuer, augmenter ces capacités de médium, et en retour permet peut-être augmenter ou diminuer nos capacités de médium. Je vais poser tout de suite une opinion qui est de l'ordre du jugement, mais comme ça sera sorti. C'est évident que je trouve que l'histoire des médias, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis le moment où l'homme a fait son premier outil, depuis le moment où l'homme a exprimé son premier phonème avec une signification entendue, comprise par la personne avec qui il était en interaction, a répété ce phonème, a répété cette vibration, a constitué un langage, jusqu'à l'inscription des premiers arts, des premières représentations d'animaux ou de son corps sur des grottes ou sur une paroi. Depuis ce temps-là, nous n'avons été que dans l'expression d'une continuité de nos capacités par la technique, par la création de matière, d'objets, de maisons, de plein de choses merveilleuses. Donc nous avons clairement augmenté notre capacité de conscience. Donc la techné, l'objet, nous permet effectivement de développer notre conscience, notre connaissance à la fois de l'univers et de nous-mêmes. Donc nous avons vécu une humanité qui n'a fait que se développer et croître dans ses capacités de médium, donc ses capacités à continuer ses idées dans la matière, et je pense que c'est vraiment essentiel de le dire. Par contre, a fini aussi par se couper d'une forme de connexion et de réception du fait de son temps qui est comprimé par des usages, alors par un travail de plus en plus oppressant ou pas, ça dépend. Je pense que c'est à chacun d'y mettre son curseur. Je pense que les jeunes générations aujourd'hui nous posent beaucoup de questions sur cet enjeu de qu'est-ce que c'est le travail. Mais plus profondément, un curseur qui a quand même beaucoup évolué depuis la naissance clairement des écrans dans la main, des écrans à bas prix, des écrans accessibles tout le temps, à n'importe quel moment, et ça fait moins de 20 ans. Je suis née en 1981, et j'ai vraiment vu l'explosion des écrans dans notre société. Je ne suis pas née avec ces écrans. Je ne suis née qu'avec un écran, qui est celui de la télé, il n'y en avait qu'un. Et en plus, il était très restreint, l'accès à cet écran. Et il a très vite disparu d'ailleurs. Donc aujourd'hui, l'écran et ces imprimes écrans, ces copies d'écran sont partout, dans tous nos usages, et ont clairement pris un temps de divertissement, de détente, de nourriture intellectuelle, qui, je pense, pose question. En tout cas, c'est ma manière d'exprimer ma posture sur effectivement cette explosion des écrans. Est-ce qu'elle participe à développer des nouveaux neurones? Ça, j'en suis persuadée. Des nouveaux neurones qui seront peut-être plus ouverts encore à la précision de l'information qui existe dans cet univers autour de nous, cette source quantique, les informations invisibles qui circulent autour de nous. Je suis persuadée qu'on est en train de développer de plus en plus des capacités, mais par effet, ne sont-elles pas aussi limitées, puisque nous sommes aussi quand même abasourdis ou en continuelle exposition avec ces médias, avec ces informations, avec ces images, avec ces sons, avec cette interaction par le push. Et donc, est-ce que ces capacités ne sont pas aussi étouffées ou contraintes? Je ne sais pas. J'ai repris l'enseignement pour cette raison, pour me reconfronter, entre guillemets, à la jeunesse, à ses pratiques et à son énergie, et à sa posture au regard des médias, à sa posture aussi au regard de la créativité, de l'acquisition des savoirs, de la mémoire. Et il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Ce qui est certain, c'est comment émergent finalement des techniques d'acquisition à la fois de sa mémoire, sa connaissance, ça c'est pour l'aspect universitaire,
mais aussi des techniques, des prolongations de capacités médiumniques ou une limitation de ces capacités. Et c'est bien pour ça que, comme on dit, et j'ai écouté très récemment ce matin Philippe Descola de manière probablement un peu militante, mais toute personne qui propose une approche théorique nécessairement militante à mon sens. Et c'est effectivement cette notion de dire posons-nous vraiment la question de ces usages, de ces médias, hypermédias sur notre corps, qui lui-même est un hypermédia. Donc j'utilise beaucoup la référence à une notion qui a été développée par une chercheure qui s'appelle Mireille Bertin, qui nous parle d'un corps hypermédiatique. Et c'est une chercheure en littérature qui a notamment exploré l'image et la représentation du médium spirit à la fois au cinéma, mais aussi dans les recherches qui ont eu lieu au XIXe siècle, parce qu'on comprenait, XXe siècle, parce qu'on comprenait bien que le médium spirit avait des capacités spécifiques. Donc on a cherché à les étudier, les mesurer, et donc pose la question effectivement de qu'est-ce que c'est la représentation d'un médium spirit, et qu'est-ce que c'est son corps, et montre aussi justement dans la représentation du médium spirit au cinéma au XIXe, XXe siècle, elle va parler en fait des premiers films, muets notamment, est un corps hypermédiatique, c'est-à-dire que le médium est vu comme un média. Le médium devient un répétiteur de messages comme une radio, va capter des ondes comme une radio, va capter des images comme une télé qu'il va raconter comme une télé. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que oui, le corps hypermédiatique, nos corps hypermédiatiques sont peut-être eux-mêmes, sont un média, sont un médium, avec toute une histoire où on a cherché à le prolonger par la création des médias actuels. Et aujourd'hui, se pose la question de ce prolongement va-t-il continuer de nous permettre de nous dépasser ou va-t-il nous refaire revenir finalement à une perte de capacité? Ce serait peut-être une peur. Et bien sûr, derrière, pourquoi je l'exprime aussi avec ce côté questionnant, militant, c'est bien sûr par rapport à tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, dont on nous dit qu'elle va notamment être capable de capter nos émotions, non pas parce qu'elle va les capter comme un être humain va capter l'émotion de quelqu'un en voyant qu'il est triste ou qu'il est en colère, mais plutôt parce qu'elle va être capable, avec les multicapteurs sur le visage, les caméras et les données qui permettent d'interpréter un langage non verbal, de voir par exemple un candidat à l'entretien, voir s'il est stressé, pas stressé, s'il ment pas, s'il est ému, pas ému. Donc va être capable de donner des éléments de compréhension sur des émotions, ou encore va être capable de donner des éléments de compréhension sur des maladies comme l'obésité, en voyant par exemple le lieu de vie. Donc c'est hyper intéressant de se dire que l'intelligence artificielle va être capable de nous renvoyer des choses sur nous-mêmes, mais à un niveau qui n'est pas de l'ordre de la connaissance. Bien sûr, elle va nous aider par exemple à peut-être faire des meilleurs diagnostics de santé. La question c'est, est-ce qu'on croit en la médecine par le résultat, par la masse, ou est-ce qu'on croit en la médecine par le diagnostic personnel? C'est la tension classique de la médecine. Donc est-ce qu'on n'est pas face à un cas particulier à chaque fois, voilà. Donc ça passe, et quand ça passe pas, que c'est vous, voilà. Est-ce que c'est un bon croisement d'informations? Est-ce que son système est efficace? Alors, je pense que de plus en plus, ça sera de plus en plus efficace. Et bien sûr, si l'intelligence artificielle est capable de nous dire voici ce que tu ressens, voici ce que tu devrais faire pour maigrir, par exemple, ou voici ce que tu devrais faire pour apprendre tel programme, moi, je me pose vraiment la question de est-ce qu'on va continuer d'apprendre avec cet outil? Parce que c'est vraiment une question que je peux me poser avec mes étudiants actuellement, c'est est-ce qu'ils sont dans la démarche de l'apprentissage de connaissances, puisque tout est hyper accessible, plutôt que d'être dans l'apprentissage. Alors voilà, on en revient sur d'autres techniques, d'autres neurones, d'autres manières de voir la vie et d'autres dimensions. On nous parle quand même de plus en plus de multiverse, de multiréalité, de multi-images, et donc de vie qui, entre le réel et le virtuel, se rencontrent de plus en plus.
Donc, est-ce que c'est pas une manière aussi de désincarner quelque chose pour incarner une autre humanité, une autre identité d'une autre manière? Et ça pourrait être hyper intéressant, parce que ça voudrait dire que notre humanité va connaître effectivement des évolutions, mais sur le corps. On en revient sur le rapport au corps. Donc voilà l'idée de Mana Medium. Finalement, je pensais que j'allais faire un premier podcast sur Harold Laswell, mais en fait, je fais plutôt un podcast d'introduction sur qu'est-ce que c'est cette notion de Mana Medium et pourquoi je le fais. Donc on va s'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà au moins 20 minutes. Allez, à bientôt et au plaisir de se retrouver sur le monde, ouais c'est ça, 20 minutes, dans le monde du Mana Medium, donc la transmission sacrée, corps à corps évidemment, âme à âme, je pense que ceux qui me connaissent doivent se marrer, la transmission, comment je suis transmetteur sacré, c'est pas mal, je pense que ça va encore évoluer. À bientôt, nana.